Bonjour. Dans cette séquence, nous allons détailler les conséquences techniques pour les gestionnaires de réseau de l'apparition de nouveaux types d'usages. Commençons par la question suivante. Qu'est-ce qui change vraiment? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux usages qui les rendent foncièrement différents des innombrables usages actuels? Une première caractéristique importante des nouveaux usages, et notamment des nouveaux générateurs, est leur caractère diffus. On entend par là que ces générateurs sont beaucoup plus petits, nombreux et dispersés géographiquement que les générateurs conventionnels. Deuxièmement, la ressource énergétique primaire dont dépendent les nouveaux générateurs, photovoltaïques et éoliens, n'est pas toujours disponible et ne peut pas être stockée comme les combustibles conventionnels. Troisièmement, la décentralisation de la production et l'apparition de nouvelles charges, comme les véhicules électriques, modifient les flux dans le réseau, dont le dimensionnement doit parfois être adapté. Quatrièmement, enfin, les nouveaux types de générateurs sont raccordés au réseau par des convertisseurs principalement électroniques, comme les onduleurs, et non pas par des convertisseurs électromécaniques, comme les alternateurs conventionnels. Ces différents éléments ont des impacts techniques sur les réseaux, dont nous allons maintenant parler. Pour commencer, de nouvelles difficultés interviennent dans l'équilibrage entre production et consommation d'électricité. Tout d'abord, toute diminution de la part de la production centralisée traditionnelle tend à réduire l'inertie totale des rotors des alternateurs. Or, l'énergie cinétique, emmagasinée dans ces rotors, constitue le stock d'énergie déjà extrêmement faible, grâce auquel le système électrique peut absorber les déséquilibres entre la puissance mécanique injectée dans les turbines et la puissance électrique soutirée par les charges au sens large, notamment en y incluant les pertes. Toute réduction supplémentaire de l'inertie du réseau impliquerait donc d'améliorer encore la qualité de l'équilibrage permanent entre production et consommation. D'autre part, la puissance produite au cours du temps par les générateurs intermittents est susceptible de présenter des variations très rapides et de forte amplitude, par exemple dans le cas des éoliennes, en cas de changement soudain de régime de vent sur une large zone géographique. Des réserves doivent alors être mobilisées quelque part dans le réseau pour maintenir l'équilibre production-consommation. Encore faut-il que la puissance et la vitesse de rampe de ces réserves soient suffisantes, et de préférence que le changement de régime de vent ait bien été anticipé pour laisser le temps aux opérateurs de démarrer par exemple un générateur supplémentaire pour reconstituer ou accroître les réserves. Les nouveaux générateurs pourraient bien sûr eux-mêmes contribuer à résoudre ces nouvelles difficultés de réglage, cependant équilibrer la production et la consommation en jouant sur les nouveaux générateurs dispersés pose au moins deux problèmes. D'une part, les générateurs intermittents sont aujourd'hui généralement exploités en permanence au maximum de leur capacité, et ne peuvent donc s'ajuster qu'en réduisant leur production, ce qui interdit pour l'instant les réglages à la hausse, et impose donc, le cas échéant, de faire appel aux générateurs conventionnels ou aux charges pour maintenir l'équilibre. Des évolutions futures pourraient bien sûr permettre aux générateurs dispersés de participer également au réglage à la hausse, en leur adjoignant un dispositif de stockage, ou pourquoi pas en les exploitant délibérément en dessous de leur capacité maximale, mais ces possibilités ne sont pas utilisées à grande échelle aujourd'hui. D'autre part, en raison de leur caractère diffus. La plupart de ces générateurs nouveaux ne peuvent participer qu'à un mécanisme de réglage non coordonné, autrement dit, n'utilisant pas de moyens de communication. Il serait beaucoup plus délicat de les faire contribuer au mécanisme de réglage coordonné, à moins de déployer à cet effet toute une infrastructure télécom nouvelle. Venons-en maintenant au dimensionnement des ouvrages du réseau, lignes, câbles et transformateurs, pour lequel trois critères principaux interviennent. Les contraintes de tension, les contraintes de courant et les pertes. Ces trois critères doivent être pris en compte lors de la planification du réseau afin de rechercher le meilleur compromis entre le coût des investissements et la qualité de service vue par les consommateurs. Le dimensionnement du réseau résulte donc d'un équilibre entre les deux volontés suivantes. D'une part, on souhaite se couvrir contre l'occurrence de la plupart des situations de forte sollicitation du réseau, autrement dit contre la plupart des cas où le réseau est soumis à une forte charge ou à une forte production, alors qu'il se trouve concomitamment en situation dégradée, dite de N-1, suite à la perte d'un ouvrage. Et d'autre part, on souhaite maîtriser le coût de l'infrastructure, ce qui revient à accepter de ne pas se couvrir malgré tout contre certaines situations de très forte sollicitation jugées trop peu probables. Le schéma que voici décrit de manière extrêmement simplifiée en quoi consiste une contrainte de tension. Le générateur, à droite, est raccordé au réseau amont, que l'on modélise ici comme une source de tension idéale, à travers une ligne monophasée, elle-même assimilée à une simple paire de résistances.
La tension au point de raccordement du client n'est alors pas nécessairement égale à la tension nominale. Elle prend une valeur qui dépend du courant dans la ligne. De manière générale, on peut retenir que consommer de la puissance tend à faire baisser la tension localement et que produire de la puissance tend à la faire monter localement, même si la réalité est un peu plus complexe lorsqu'on tient compte d'une part du caractère triphasé des réseaux et d'autre part du fait que notre modèle de ligne purement résistif est assez grossier. La tension au point de livraison varie donc en fonction du comportement de la charge. Or, les gestionnaires de réseau ont l'engagement contractuel de s'assurer que cette tension appartient bien à une certaine plage réglementaire, par exemple un intervalle de 10% autour de la valeur nominale. Lorsqu'un nouvel usage du réseau impose un courant suffisamment élevé pour que la tension sorte de la plage réglementaire, une contrainte de tension apparaît. Le réseau doit alors être renforcé, de manière, dans notre exemple, à réduire la résistance de la ligne. La variation locale de tension est d'autant plus élevée que la ligne concernée est longue et de section faible, ce qui augmente son caractère résistif dans notre modèle simple. La variation de tension est également aggravée dans les réseaux triphasés, dans le cas où les puissances soutirées ou produites sur chacune des trois phases sont très différentes. Le deuxième facteur qui dimensionne un composant du réseau est le courant maximum qui le traversera lors des pointes. Si ce courant est excessif, le matériel chauffe et souffre de dégradation qui pourrait aller jusqu'à sa destruction si la situation se prolongeait. Une protection de surcharge est donc généralement activée pour protéger le matériel, ce qui, dans un réseau radial comme le réseau de distribution, provoque alors une coupure d'alimentation pour les clients situés en aval. Sur le réseau de transport, qui est maillé, on a vu que la perte d'un ouvrage ne provoque pas nécessairement de coupure, mais fait passer le réseau dans une situation de N-1, ce qui est un inconvénient en soi. Dans le cas d'un conducteur aérien, et principalement sur le réseau de transport, la dilatation du matériau qui résulte de son échauffement se traduit aussi par un allongement sensible de la ligne, allongement qui doit être contrôlé pour éviter tout risque de contact entre la ligne et son environnement immédiat. À ce sujet, on pourrait supposer que les générateurs dispersés tendent globalement à réduire les contraintes de courant et peut-être de tension, car ils rapprochent la production de la consommation et tendent ainsi à réduire les flux dans le réseau. Il faut cependant prendre garde au fait que c'est bien la pointe de courant, avec un certain niveau de risque pour tenir compte du fait que l'on ne cherche pas à se couvrir contre absolument tous les événements possibles, qui est dimensionnante. Or, il est possible que cette pointe soit atteinte soit à un moment où la production locale est nulle, exactement comme en l'absence de générateur, soit, au contraire, à un moment où la production locale est maximale. En toute généralité, il est donc possible, mais pas certain, que la présence de générateurs dispersés fasse apparaître de nouvelles situations dimensionnantes, et il n'est pas du tout garanti, quoi que ce soit possible, qu'elles fassent disparaître les anciennes. La pointe de courant dimensionnante est donc potentiellement, mais pas nécessairement, plus élevée qu'avant, lorsqu'on raccorde des générateurs locaux. Chaque cas particulier nécessite donc une étude des gestionnaires de réseau pour analyser les contraintes et choisir la solution de raccordement la plus adaptée. Les pertes électriques constituent le troisième facteur principal de dimensionnement. En effet, augmenter la section des conducteurs permet de réduire les pertes, qui sont donc naturellement un élément économique à prendre en compte lors du dimensionnement des ouvrages, en plus du strict respect des contraintes techniques de tension et de courant. Augmenter la capacité d'un ouvrage tend ainsi d'un côté à augmenter son coût, et de l'autre à réduire les pertes qu'il induit, ce qui conduit le planificateur à rechercher un compromis technico-économique entre ces deux phénomènes. Comme pour les contraintes techniques, on peut se demander si la dispersion des générateurs, qui rapproche globalement la production de la consommation et tend ainsi à réduire les flux dans le réseau, réduit ou non les pertes. Le cas des contraintes techniques et celui des pertes sont en fait très différents. En effet, les situations de contraintes techniques sont les situations les plus extrêmes contre lesquelles on a fait le choix de se couvrir. Le courant le plus élevé, la tension la plus élevée ou la plus basse, qui soit susceptible de se produire sur un réseau donné, avec une probabilité que l'on juge suffisamment élevée pour être prise en compte. Au contraire, les pertes ont un caractère cumulatif. La question est plutôt de savoir si dans l'ensemble, les périodes de forte production locale sont bien synchronisées ou non avec les périodes de forte consommation. Là encore, une grande diversité de cas est possible, et seule une étude spécifique par le gestionnaire de réseau permet d'évaluer l'évolution des pertes lors, par exemple, du raccordement d'un producteur donné. Venons-en maintenant à la question des protections. Dans un réseau de distribution, dont la structure est normalement radiale, les flux cheminent depuis le poste source vers les extrémités des lignes. La logique de protection est donc assez simple. Lorsqu'un court-circuit se produit sur le réseau, les dispositifs de protection situés en amont du défaut voient passer le fort courant qui alimente le court-circuit et s'ouvrent pour isoler ce défaut de la source d'alimentation principale.
Nous allons maintenant voir que ce principe simple est remis en cause dans les réseaux de distribution auxquels sont raccordés des producteurs, ce qui nécessite de mettre en œuvre des solutions nouvelles dans le plan de protection du réseau. La première raison en est l'aveuglement, un phénomène qui se produit quand un producteur alimente le défaut tant et si bien que la production en tête de départ ne voit passer qu'un courant de défaut trop faible pour être détecté. La deuxième est le déclenchement intempestif, qui se produit lorsqu'un producteur alimente un défaut situé sur un départ voisin. Il peut alors provoquer l'ouverture inopportune de la protection située sur son propre départ. Ces phénomènes sont susceptibles de tromper non seulement les protections elles-mêmes, mais aussi les indicateurs de passage de défaut, qui sont utilisés par les distributeurs pour localiser rapidement l'emplacement d'un défaut après l'ouverture d'une protection et procéder au plus vite à la réalimentation des charges. Ils nuisent donc à la fois à la sécurité du réseau et à la rapidité de la reprise de service. Les générateurs raccordés au réseau par le biais de convertisseurs électroniques, comme les panneaux photovoltaïques, ont cependant tendance à fournir des courants de défaut plus faibles que d'autres types de générateurs, ce qui limite aujourd'hui l'apparition des deux phénomènes d'aveuglement et de déclenchement intempestif. Par ailleurs, des solutions techniques à ces problèmes existent. En cas de nécessité, le plan de protection du réseau est donc modifié, par exemple par l'ajout d'une protection nouvelle, de manière à conserver le niveau de sécurité et de fiabilité antérieur. En plus des protections dont nous venons de parler, et qui préexistent à l'apparition des générateurs dispersés, de nouvelles protections situées au niveau des générateurs dispersés eux-mêmes sont nécessaires. Ces protections, dites protections de découplage, ont pour fonction de séparer le générateur du réseau si elles y observent une situation anormale, telle qu'un court-circuit. Un exemple d'une telle situation est le fonctionnement dit îloté, qui se produit lorsqu'une partie du réseau, qui contient des producteurs, est séparée du réseau principal pour une raison quelconque, et que les générateurs locaux maintiennent l'îlot sous tension. En cas d'îlotage, rien ne garantit la qualité de l'onde de tension, ni même le fonctionnement du plan de protection. Cette situation présente donc un risque pour les personnes et pour le matériel, et doit donc être absolument évitée. Les protections de découplage actuelles risquent cependant de ne pas déclencher si la puissance produite par les générateurs dispersés devient comparable à la puissance consommée localement, ou si des fonctions de régulation de la puissance, en fonction de la fréquence ou éventuellement de la tension, sont ajoutées aux générateurs locaux. Le risque de non-détection d'îlotage risque donc d'augmenter dans le futur, et des travaux sont en cours chez les gestionnaires de réseau pour anticiper ce risque et y adapter leur plan de protection. Par ailleurs, le risque de déclenchement intempestif simultané de nombreuses protections de découplage à l'échelle européenne pourrait également augmenter, ce dont résulterait une perte de production brutale et donc un risque pour la stabilité du système électrique si le volume de production concerné était supérieur à celui que le réglage primaire de fréquence peut absorber. Des mesures sont donc mises en œuvre pour lutter contre ce phénomène collectif, comme l'étalement des seuils des protections de découplage des différents producteurs. Trois points importants doivent être retenus de cette séquence. Premièrement, l'évolution des usages modifie les flux dans le réseau, dont l'éventuel redimensionnement doit être étudié. Deuxièmement, le déploiement progressif de nouveaux types de générateurs nécessite d'adapter le modèle actuel d'équilibrage permanent entre production et consommation dont les générateurs conventionnels étaient garants. Et enfin, le plan de protection, qui assure la sécurité des personnes et du matériel, doit être adapté en permanence aux évolutions du réseau et en particulier à l'arrivée de la production décentralisée.